Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour la suite du tutoriel sur Docker. Dans ce chapitre, nous verrons comment installer Docker, comment récupérer nos premières images, créer un premier Hello World pour faire dans le classique, et puis quelques commandes de base à bien connaître sur Docker avant de vouloir approfondir les choses. Donc on commence, donc je reprends la machine virtuelle que j'avais créée dans l'installation de CentOS, donc avec une installation fraîche, neuve. Donc dessus, il n'y a absolument rien. Alors, c'est une CentOS 6.6. Pour l'installation de Docker, donc Docker est déjà dans les dépôts de CentOS. La seule différence, c'est que sur CentOS 6.6, la version de Docker qu'il faut installer, c'est docker-io. Donc on est parti. Donc je suis pas utilisateur root. Je vais passer root pour le bienfait de la chose parce que je vais avoir beaucoup de commandes à taper en tant que root. C'est juste pour éviter de taper sudo à chaque fois, ce qui peut être rébarbatif au bout d'un moment. Donc on est parti. On installe donc yum install-yes docker-io. Alors, à partir de la version 7 de CentOS, c'est simplement Docker, c'est pas Docker-io. Il y a une petite différence entre les deux. Je n'ai pas vraiment cherché la grosse différence entre les deux, mais bon, à mon avis, c'est par rapport au kernel de CentOS, parce que le kernel de la 6.6 est en 2.6, alors que le kernel de la 7 est en 3.6. Donc je pense que c'est la grosse différence. Pour Debian, il me semble qu'un apt-get install Docker doit fonctionner, à confirmer. Donc voilà, donc Docker est installé. Alors, il a bien installé, comme vous le voyez, ce que je disais dans la présentation, le LXC, donc le Linux Container. Donc ça, il l'installe parce que justement, comme c'est CentOS 6.6, LXT n'existait pas encore à la sortie de cette distribution-là. Donc il est obligé de l'installer. Pour pouvoir utiliser le Docker en tant qu'utilisateur non root, il faut, euh, il faut ajouter les utilisateurs qu'on veut, enfin les utilisateurs qui vont avoir le droit d'accéder au Docker, enfin d'accéder à leur container ou de créer des containers. Il faut leur donner ce droit-là, donc il faut les ajouter dans le groupe Docker. Donc, quand on a installé Docker, alors moi il y a un groupe qui s'est créé tout seul qui s'appelle Docker, et on va taper tout simplement la commande gpassword qui permet d'ajouter un utilisateur dans un groupe, donc -a le nom de l'utilisateur et le nom du groupe, donc Docker. Donc il a bien rajouté Taylor au groupe Docker. Maintenant on va pouvoir démarrer Docker, service Docker start. Alors si vous voulez que Docker soit démarré à chaque démarrage, bien sûr, chkconfig docker on, pouf, voilà, comme ça, dès qu'on redémarre le système, Docker s'installera bien. Une autre partie qu'on utilisera, c'est Docker Compose. Docker Compose permet, au lieu de tirer des images sur les dépôts de Docker, on va pouvoir créer notre propre composeur on va pouvoir créer notre propres images en ligne de texte. Alors, c'est une commande que j'invente pas, hein, je la sors pas de mon chapeau, elle sort du site de Docker.io, donc je la mettrai dans les commentaires de la vidéo. C'est tout simplement un copier-coller. En fait, il récupère, donc, avec cœur, il récupère ce truc-là, un lien Docker Compose. Alors, uname, en fait, il ressort le nom de la distribution Linux, donc il doit avoir plusieurs images. Il ressort le nom de la distribution Linux et puis sûrement la version du noyau, et il la balance dans un fichier qui s'appellera docker-compose dans user local bin. Donc comme ça, on pourra taper directement docker-compose. Donc de la même façon, comme il s'agit d'un fichier qui est censé être exécutable, il faut le rendre exécutable. Donc pour cela, un petit chmod plus X. Donc on va rechercher le fichier, hop, local.bin. Donc c'est docker-compose. Voilà. On va faire un petit test, on va checker pour voir s'il fonctionne bien. Donc docker-compose-version, il nous ressort bien une version, donc normalement c'est que ça devrait fonctionner. Voilà, maintenant on va pouvoir partir sur le tirage de notre première image. On va récupérer notre première image sur le site Docker. Alors je vais repasser en tant
utilisateur Tyler. Alors pour ça, pour que mes informations soient bien prises en compte, le fait que j'ai été rajouté dans le groupe, il faut que je me connecte en tant que Tyler. Et là, je suis déjà connecté, donc il faut que je me déconnecte et que je me reconnecte. Parce que là, quand je me déconnecte de route, bien sûr, je suis déjà connecté. Donc je vais faire ça, hop, dupliquer de session, et celle-là, je la ferme, et je me reconnecte. Voilà. Et donc maintenant, je devrais pouvoir, en tant qu'utilisateur lambda, enfin pour Tyler en tout cas, je peux utiliser Docker. Donc Docker pull. Alors on va utiliser une Debian. Pourquoi? Tout simplement parce elle est assez légère. C'est une image de base qui est bien plus légère que CentOS ou que Ubuntu. Donc, on utilise principalement celle-là pour faire nos essais. Alors, à savoir, comme je l'ai dit dans la présentation, une image, une fois qu'on l'a téléchargée, une fois qu'on a l'image, elle est là. On ne la télécharge qu'une fois, on n'a pas besoin de la télécharger, retélécharger, etc. À chaque fois qu'on a besoin de l'utiliser. On la télécharge, on l'a, c'est fait. Donc voilà, notre image est téléchargée, elle est bien présente, elle s'appelle Debian2.latest. Alors quand on récupère quelque chose, là j'ai fait -pool Debian. En faisant ça, on récupère simplement la dernière image. C'est exactement comme de la même façon que sur GitHub, qu'avec les commandes Git. Quand on prend un dépôt Git sans spécifier de version, on prend forcément le dépôt master. Sur Docker, quand on ne définit aucune version, on prend la version qui s'appelle latest. Sinon, si on veut une version spécifique, on récupère le tag. Donc, par exemple, 6.2, bon, il faut regarder sur le dépôt hein, si elle existe. Donc là, sur le site Docker, vous allez simplement dans Browse, vous avez la liste des dépôts. Donc là, par exemple, on a voulu prendre une Debian. Je tape Debian. En attendant un petit peu, ça s'affiche. Donc là, je suis bien sur la Debian officielle, Debian Base Image. Donc voilà, donc comme je disais, les tags, on a tous ces tags-là. Alors, le mieux, c'est d'aller directement dans Tag, et on se retrouve avec une liste. Bon, alors, le site est un petit peu long. Alors, on a bien tous les derniers tags. Donc la 8.2, je crois que j'ai tapé, n'existait pas. Donc par exemple, j'aurais pu taper 8.0, il m'aurait récupéré ce tag-là. Donc on est reparti. Donc comme je disais, un 8.0, là, il aurait fonctionné. On va lancer la première commande pour démarrer un container à partir d'une image. Donc attention, il y a une image et container. Le container, c'est une application, il faut le considérer comme une application, un exécutable, alors que l'image, c'est ce qui permet de lancer un exécutable. À l'instar d'une machine virtuelle, sur la machine virtuelle, on a l'ISO de l'image, on a quand même l'image du QCO, du RAW, du VMDK, etc. Par contre, l'image est inerte, on ne peut rien faire dessus. Par contre, quand on lance la machine virtuelle, on ne lance pas l'image, on ne lance pas le disque, non, on exécute la machine virtuelle. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc pour lancer un container, c'est très simple, hein, on lance docker run, et ensuite nos informations. Donc Debian, le tag, la test, la commande qu'on veut lancer, bin echo, par exemple, et on va faire un hello à vous. Hop. Voilà, c'est une commande Linux toute basique, je lance et ça ne devrait pas mettre excessivement longtemps. Voilà. Donc on a bien un exécutable. Je vous rappelle que je suis sur une CentOS. J'ai lancé un container qui tourne avec les informations de Debian et il m'a affiché un hello à vous en quelques secondes. Sur une machine virtuelle, pour faire exactement la même chose, il faut lancer la machine virtuelle, attendre qu'elle démarre, ouvrir le shell, lancer la commande, c'est beaucoup plus long. Là, c'est vraiment un applicatif, c'est un exécutable. Alors, le truc, c'est que j'ai lancé une commande, super, j'ai bien lancé un container, mais il m'a affiché quelque chose, seulement je suis retourné à la racine, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est simple, en fait, quand on lance un container, par défaut, s'il n'a rien à faire, s'il n'écoute rien, s'il n'y a aucune application qui écoute quoi que ce soit, dès qu'il a fini la commande qu'on lui a donnée, donc ici la commande avec son paramètre, qu'est-ce que Docker fait? Simplement, il arrête le container, il le stoppe. Donc pour éviter ça, il faut avoir quelque chose qui tourne derrière. Donc on relance notre commande, seulement on va changer un petit peu les infos qu'on va taper. Notamment, on va mettre quelque chose en plus, -t-i, donc toujours pareil, Debian latest.
Et bin bash, et on lance. Alors, -t, -i, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, -t, ça lance un pseudo de terminal TTY. Donc, le terminal TTY, c'est un petit peu comme PuTTY. Ce que fait PuTTY quand il se connecte en SSH, hein, c'est un terminal de texte, comme le Minitel. Et -i, simplement que ça récupère le bash du container pour le rebalancer dans notre terminal à nous, donc dans PuTTY, pour qu'on puisse avoir notre bash qui apparaisse. Et là, alors, si je fais un UNAME, notre container s'appelle Linux, il est basé sur un nom, c'est Docker qui lui donne un nom, et on retrouve, alors ça c'est le kernel de CentOS, et non pas celui de Debian. Voilà. Il faut bien comprendre cette partie-là. C'est la base du LXC, c'est quelle que soit la version de Linux que l'on utilise, enfin, le kernel est partagé pour tout le monde. À la différence d'une machine virtuelle, quand vous êtes sur une machine, que la machine physique, soit sur Windows ou sur un Linux, les machines virtuelles ont leur propre noyau. Le noyau n'est pas partagé. Et c'est là qu'est la puissance de Docker. C'est vraiment cette partie-là, c'est qu'on n'a pas besoin de virtualiser le kernel, on partage toutes les ressources de la machine. À l'instar où une virtual machine, une machine virtuelle, on définit une quantité de mémoire, une quantité de processeur, une quantité de disque, etc. Quand on a besoin d'ajouter de la mémoire, du pros ou du disque, qu'est-ce qu'il faut faire sur sa machine virtuelle? Il faut l'éteindre. Là, les seules limites qu'a le container sur l'utilisation du système, c'est le système lui-même. Donc, quand il a besoin de ressources supplémentaires, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les ressources dont il a besoin. Et c'est là où Docker devient scalable. Donc ça, on en reviendra dans un chapitre un petit peu plus loin, je pense, sur la scalabilité de Docker et de ses containers. Donc tout simplement, là on est bien sur une Debian. Donc sur CentOS, pour lancer une commande de mise à jour, c'est yum, update. Là, si je lance apt-get update, j'ai bien un lancement de mise à jour qui se fait sur Linux. Bon, il n'y a pas de mise à jour à faire sur cette version parce que c'est la dernière. Voilà, j'ai bien mes commandes Debian qui tournent. Donc maintenant, on ne peut pas faire grand chose dessus. Bon, alors, juste ce qu'on avait fait tout à l'heure, on avait fait un echo euh, hello à vous. Donc on va lancer la même chose. Hein. J'ai oublié le A. Mais bon, globalement, ah non, le A il veut pas. Globalement, voilà, on retrouve exactement la même chose. On retrouve bien notre hello. Alors, maintenant, on va quitter ce container. Donc pour le quitter, on a deux façons. Soit on se déconnecte donc avec les commandes Linux, CTRL-D, soit on tape exit. Exit, c'est une commande assez propre. Et on revient sur notre hôte. Alors là, on a vraiment vu la partie la plus simple de Docker. Je prends une image, je lance une commande, voilà. C'est tout ce que ça fait. Alors, vu comme ça sert pas à grand chose. On va prendre une deuxième partie. On va utiliser un dépôt qui existe déjà sur Docker. C'est un dépôt d'entraînement. Il fait pas grand chose. Alors, on va lancer la commande. Donc, toujours pareil, docker run. J'ai expliqué les petits mots. Training, web app. Derrière, c'est un petit Python qui tourne. Et point clic. Voilà. Alors, -d et -p majuscule. Donc -d, c'est simplement qu'on va lancer notre container, on va exécuter notre container, et il faut qu'il soit exécuté en tant que démon, pour qu'il tourne en arrière-plan. Et notre -p majuscule, simplement quand on crée des containers, on expose des ports sur son container. Donc par exemple, un port le web, on va exposer le port 80. Seulement, il n'est pas accessible directement, il faut le mapper, il faut faut le forwarder. Donc en faisant -p majuscule, qu'est-ce que Docker va faire? Il va prendre un port aléatoire sur la machine et il va la mapper sur le port 80 de l'application. En lançant avec le P minuscule, on peut spécifier le port qu'on veut mapper. Donc, par exemple, on peut mettre -p minuscule 82.80 pour dire que je veux que le port 80 de ma machine hôte soit, elle, redirigée sur le port 80 de mon container. Donc voilà, bon, on va laisser le télécharger, donc très bien, donc l'image a bien été téléchargée, et normalement, comme j'ai lancé la commande run, mon conteneur doit être en train de tourner. Alors le truc c'est, où il est? Comment je fais pour savoir
ce que c'est, quel port a été mappé, comment il s'appelle, son identifiant, etc. Donc là, il y a une commande très simple, c'est docker ps. Docker ps nous sort la liste des containers qui tournent. À l'instar d'une autre commande, docker image, nous sort la liste des images que l'on a dû télécharger. Notre container est censé tourner. Alors, normalement, notre machine hôte a une adresse IP, donc 192.168.0.51, et comme il s'agit d'une application web, si je vais sur l'adresse directement sur la page, ça ne marche pas. C'est bizarre. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les ports sont mappés. Les ports sont mappés, et en plus, on utilise "-p" majuscule pour avoir un port aléatoire. Alors, non seulement en plus, il utilise un port 5000, donc je risquais pas de taper dedans, mais voilà. C'est surtout cette partie-là qui nous intéresse, c'est la partie de quel port est écouté pour être redirigé vers le port du container. Donc nous, c'est bien cette partie-là qui nous intéresse, hein. C'est quel port est mappé depuis notre machine hôte. Donc là, c'est la 49.153. Donc si je retourne sur mon navigateur, 49.153, et là, j'ai bien mon application qui fonctionne, Hello World, et qui vient de mon container. Donc voilà, là on a vu la première partie. Maintenant, on a lancé un container, il y a un container qui est exécuté en arrière-plan, il tourne correctement. Je voudrais pouvoir le récupérer, enfin pouvoir retourner dans son bash pour lancer des commandes, pour m'amuser un petit peu dedans. C'est très simple. Alors déjà, il faut faire un docker ps, donc ce qu'on vient de faire pour voir toute notre ligne. Alors, sur la ligne, en description, on a l'idée de notre container, on a l'image de base du container, la commande qui est en cours d'exécution, depuis quand il a été créé, depuis quand est-ce qu'il est monté, alors le statut peut être depuis quand est-ce qu'il a été arrêté aussi, et le nom. Donc le nom, on peut le définir. S'il n'est pas défini, Docker prend des noms aléatoires dans sa base de données pour créer un nom tout bizarre. Donc voilà, nous ce qui nous intéresse, c'est le Docker ID ou le name. Si vous vous souvenez des names, c'est bien. Le mieux, c'est de définir le propre nom. Donc simplement, quand on lance la commande Docker run, il suffit d'indiquer "-name" et le nom du container. Donc pour attacher le nom, on va utiliser l'image, Docker attache, Docker attache, et l'image. Ou bien, on peut récupérer par l'ID. Ça change rien. Je lance. Rien ne se passe. Pourquoi? Tout simplement parce que cette image n'a pas de bash. Enfin, l'image n'a pas été configurée pour que le conteneur ait un bash derrière. Donc, l'application tourne, mais c'est tout. On ne peut rien faire dessus. Alors, le truc, c'est que maintenant que je l'ai attaché, si je me détache, je vais couper mon conteneur. En faisant CTRL-C, j'ai tué le conteneur. Si je regarde, il a disparu. Donc ça c'est un comportement normal. Maintenant, on va voir les trois derniers points. Donc je vais relancer ce container, Docker run. Donc là, bien entendu, si je lance un PS, l'ID a changé, le name a changé, le port a changé, etc. Tout a changé, sauf la commande. Donc là, si je reprends le port, c'est 55 à la fin. Donc si je retourne sur 55, j'ai mon application qui fonctionne bien, elle fonctionne toujours. Maintenant, je voudrais pouvoir arrêter le Docker et le redémarrer. Donc, de la même façon, je prends le nom, Docker stop, tout simplement, le nom, mon Docker s'arrête. Alors, j'ai ma machine qui est un petit peu lente. Voilà. Donc le Docker est arrêté. Maintenant, si je retourne sur la page, ça charge, ça marche plus. Et enfin, on peut relancer le Docker en faisant Docker start. Et là, si je retourne sur la page, elle fonctionne de nouveau. Pas. Parce qu'il a dû rechanger Docker PS. À chaque fois, il rechange le port. Il remappe le port, hop, tac. Et là, mon application fonctionne toujours. Alors, quand on lance un Docker stop, donc là, j'utilise le nom. C'est bien. Surtout quand on définit nos propres noms. On peut définir, par exemple, serveur underscore web, serveur underscore MySQL, etc. C'est facile à les retenir par rapport aux ID. Par contre, si on ne se souvient pas et qu'on n'a aucun Docker qui tourne, si je lance un Docker PS, pour faire un Docker start du container que je veux, c'est pas évident. Donc, tout simplement, pour voir la liste des containers qui ont été exécutés une fois
mais qui sont quand même, enfin qui existent, mais qui sont arrêtés. Donc en lançant -all, et là on voit que j'avais lancé un echo, j'avais lancé un bin bash directement, donc il y a 13 minutes. J'ai lancé une commande Python, app, depuis cette image avec les ID de mes containers. Et puis ben, les noms différents à chaque fois. Donc là, je peux reprendre par exemple le container Hello World, Docker, Docker Run, Docker Start, pardon. Le nom de mon container, je le lance. Il met bien qu'il l'a démarré. Alors par contre, comme c'est un bin bash, un echo, il ne va pas faire grand chose. Il aurait fallu que j'ai un log ou quelque chose comme ça. Parce que là, c'est vraiment en start, on lance une machine qui est censée tourner en démon derrière. Donc, par contre, si je reprends ce docker-là, docker start, le nom, il a démarré, je relance mon docker PS pour savoir où il a balancé quel port il a utilisé. C'est le 1557. Hop, donc vous voyez à chaque fois il a crément 32.1, pas compliqué, l'application fonctionne. Voilà. Alors maintenant je vais pouvoir purger un petit peu tout ça. Si je reprends donc, mon docker PS, alors, on va déjà arrêter ce docker là. Docker stop determined John. L'arrêt des containers est toujours plus long que le démarrage, tout simplement parce qu'il faut arrêter le forward des ports, etc. Donc ça c'est des règles de pare-feu qui sont lancées, et sur les pare-feux, il est plus difficile de retirer une règle que d'en ajouter une. C'est pour ça que c'est un petit peu plus long. J'ai plus aucun container qui tourne. Alors ce que je voudrais, c'est pouvoir virer tous les containers qui ne servent plus à rien. Donc tout simplement, on a les commandes RM, Docker RM, qui permettent de supprimer un container. Alors on peut supprimer plusieurs containers en même temps, et ce que je vais faire, hop, je vais tous les supprimer. Je lance la commande. Donc voilà, donc là mes containers ont bien tous été dégagés. Donc si je retourne dessus, PS All, j'ai plus rien. Par contre, mes images, elles, n'ont pas bougé. Donc maintenant, si je relance, je peux très bien relancer les containers. C'est vraiment une application qu'on crée à chaque fois qu'on lance une commande. Donc si je relance ma commande run, hop, elle est là, avec training app, ça va aller assez vite. Voilà, il a créé mon container. Je relance Docker PS, pouf, j'ai bien à nouveau le container, un container qui fonctionne. C'est pas le même, c'en est un nouveau, mais il fait exactement la même chose et il fonctionne toujours. Donc voilà, donc on va le redégager. En fait, ça c'était pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de retélécharger une image ni rien. C'est vraiment, on crée une application. On crée une application très rapidement. Alors là, j'essaye de supprimer un container qui tourne toujours. Et ça, Mister Docker, il n'aime pas. Il faut arrêter le container et après, on le supprime. Donc là, un petit stop. Alors, il vous dit stop de container before attempting removal or use-f. Je vous déconseille d'utiliser -f pour éviter d'avoir des petites surprises sur le fonctionnement de Docker en lui-même. Même s'il est dit que Docker est très stable, -f, c'est vraiment on force et on peut péter des règles de pare-feu. Donc ça peut vous gêner derrière, vous pouvez avoir un petit souci qui va partir au bout d'un moment, mais au départ vous pouvez vous dire merde, il y a un bout de machin qui marche plus, et pourquoi? Et parce que vous avez utilisé -f. Donc voilà, donc là j'ai dégagé mes containers, on peut faire exactement la même chose avec nos images, tout simplement c'est RMI, donc I pour image. Et donc là, au lieu d'utiliser les noms des images, parce qu'il faut utiliser non seulement le nom, mais en plus le tag, simplement de la même façon que les containers, on peut utiliser l'ID et en mettre plusieurs l'un derrière l'autre. Et on lance la commande. Donc voilà, là il a bien supprimé toutes mes images normalement, donc si je retourne Docker image, j'ai plus d'images, Docker ps-all, et j'ai plus de container, j'ai plus rien. Je suis de nouveau sur une base qui est complètement vierge, qui n'a plus aucune information d'image de base ou de container en arrière-plan qui ne tourne pas. J'ai un système qui est de nouveau sain, opérationnel, libéré de sa mémoire, etc. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur les bases d'utilisation de Docker et de ses containers. Donc je reviendrai sur une deuxième partie de ce tutoriel avec des commandes un petit peu plus approfondies et surtout
comment créer nos propres conteneurs, donc comme on a vu tout à l'heure avec le fameux Dockerfile. Donc à quoi sert cette partie-là? Alors il y a la partie Dockerfile, mais il y a aussi une autre partie avec Docker Compose, qui nous permettra au lieu de taper toute la commande Docker run machin machin, qui peut être assez longue, hein, parce que là c'est des commandes très simples, mais on peut très bien avoir des dossiers à router à mapper sur notre container, le retaper à chaque fois la commande, c'est chiant et franchement c'est pas le but de Docker. Docker, le but c'est on crée un script pour créer une image, on crée un autre script pour créer une configuration, et à partir de là, on est parti. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette première partie de Docker, faisant suite à la présentation. Première partie, l'utilisation de base de Docker, et j'espère vous retrouver dans la deuxième partie pour approfondir un petit peu tout ça. Allez, merci, à bientôt.